invité ce matin, Louis Boyard, député LFI du Val-de-Marne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est une première. Nous voilà face à face le 28 novembre, niche parlementaire LFI. Vous déposerez, j'imagine, une proposition de... Enfin, j'en suis même sûr, une proposition de loi abrogeant la réforme des retraites. Oui. Est-ce que vous souhaitez que le RN la vote ? On verra, parce qu'il y a plusieurs amendements qu'on avait déjà déposés dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et ils ont voté contre. Nous, on se rassure, parce que si jamais on a uniquement les voix du Nouveau Front Populaire et du groupe Lyotte, ça peut passer. Alors maintenant, si jamais le Rassemblement National veut changer pour la 40e fois de ligne sur les retraites, ça les regarde. Oui. Pourquoi n'avez-vous pas voté le texte du RN sur les retraites hier ? Parce que c'était pas un texte sur les retraites. C'était un texte qui servait à deux choses, avoir un rapport d'analyse de la dernière réforme des retraites et une augmentation des taxes sur l'alcool et le tabac, ce qui pour un parti qui lutte contre les taxes et contre la bureaucratie est assez ironique. En vérité, ce qu'on a vu sur le débat sur les retraites, c'est qu'en réalité, le Rassemblement National, c'est un parti qui n'a pas de ligne sur les retraites. En 2007, ils étaient pour la retraite à 65 ans. Ensuite, en 2012, c'était 60 ans. Après, 5 ans plus tard, c'était 62 ans. Dernière législative, Bardella a dit qu'il ne voulait pas abroger. Et le Rassemblement National a un gros problème. C'est qu'ils disent qu'ils ne veulent pas augmenter ni les salaires ni les cotisations et que donc, du coup, ils ne peuvent faire aucune réforme des retraites. Donc, on est plus ou moins les seuls à avoir une certaine constance sur le sujet et en tout cas le 28 novembre on abrogera la réforme des retraites et j'ajoute autre chose, nous on est en capacité d'envoyer notre texte au Sénat et ensuite de faire en sorte que le texte parti au Sénat revienne à l'Assemblée nationale. On peut faire la navette parlementaire et on va s'y appliquer cette année. Bien, le 28, vous voulez aussi proposer la destitution d'Emmanuel Macron. Oui. Une nouvelle fois. Oui. Ça devient une obsession, hein, cette destitution d'Emmanuel Macron. C'est quoi ? Pourquoi ? C'est un imposteur ? C'est un dictateur ? C'est qui ? À vos yeux, à mes yeux, Emmanuel Macron, ce n'est plus personne. C'est quelqu'un qui a seulement... Il est président de la République, mais ce n'est plus personne. Un président de la République qui a seulement 17% de la population qui le considère comme... qui donne la confiance. Sondage, certainement, mais on va sur les mêmes marchés, on discute avec les mêmes personnes. C'est quelqu'un qui suscite une forte détestation parce que il a tellement dégradé ce qui devait être la fonction de président de la République dans son rapport à la démocratie. Il est aujourd'hui un imposteur à vos yeux. En tout cas, particulièrement après les choix qu'il a fait en nommant Monsieur Barnier à Matignon. Mais je vous dis aussi les choses clairement. On est dans une situation politique qui ne s'arrangera pas si facilement. Monsieur Barnier ne va pas tenir très très longtemps. Et une fois que on aura épuisé... Vous voulez le faire tomber. Ah oui, je veux faire tomber Emmanuel Macron. Vous voulez faire tomber Emmanuel Macron et vous voulez faire tomber Michel Barnier. Tout à fait. Et je veux avoir Lucie Castet à Matignon. Voilà. Oui. Nous, on est extrêmement clair parce qu'on a un programme politique. Vous en vouliez pas dans l'Isère, vous en voulez à Matignon. Ah si, on en voulait dans l'Isère. Moi, j'aimerais avoir surtout Lucie Castet à Matignon. Oui, enfin dans l'Isère, je suis pas sûr que vous en vouliez. Vous avez dit même si elle se présente dans l'Isère, on votera contre. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est faux. De Louis Boyard. Non, Monsieur Bourdin, c'est faux. Je vous jure, c'est faux. Ah bon ? C'est complètement faux. J'ai lu pourtant. Oui, bon, on va pas revenir là-dessus. Mais j'insiste sur le fait que c'est faux. Donc, un imposteur, est-ce qu'il est dictateur ? C'est un dictateur pour vous, à vos yeux ? Non, je veux nuancer les choses. Dictateur, non, mais de dire que c'est quelqu'un qui a un certain esprit dictateur, je crois oui. Parce que la démocratie, c'est pas que le vote. La démocratie, c'est une pratique. La démocratie, c'est aussi une pratique des institutions. Quand on a un président de la République qui a été largement battu aux dernières élections législatives et qui nous remet ensuite un Michel Barnier qui est au fond ici pour faire la continuité de sa politique, on observe que c'est quelqu'un qui n'a pas une pratique démocratique du pouvoir. Quand on a autant de Françaises et de Français qui manifestent contre la réforme des retraites et qu'il fait le 49.3, on observe que c'est quelqu'un qui n'a pas une pratique démocratique du pouvoir. Le 49.3, c'est démocratique, pardon. Non, alors là, je ne suis pas d'accord du tout. C'est la Constitution. C'est pas de parce la 5e République. Et si vous permettez, vous c'est respectez la Constitution. Alors moi, je respecte la Constitution et je veux en changer. Mais c'est pas pour autant qu'elle est c'est pas pour un 40. Quand vous avez autant de Françaises et de Français qui sont opposés à une réforme et qu'il fait un 49.3 parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, ça peut être constitutionnel mais pas démocratique. Le seul souverain dans ce pays, c'est le peuple. Et la seule chose qui compte, c'est de respecter la souveraineté du peuple. Or, Emmanuel Macron ne respecte pas la souveraineté du peuple. Donc je considère que c'est quelqu'un qui a un esprit dictateur. Bien, ferme ta gueule, on va s'occuper de toi. Ça, c'est pas moi qui vous le dis. Non, mais non, vous avez compris. Vous avez compris. Non, c'est Thomas Porte, un député RN. Ce sont des pratiques de l'Assemblée, ça. Est-ce que vous vous rappelez de quand est-ce que ça a été fait ? Allez-y.
Ça a été fait. Je veux juste poser du contexte. Non, mais je veux juste contexte. Oui, je veux juste vous poser du contexte. On est à peu près les seuls à recevoir des réfugiés et des associations palestiniennes. Oui. Elles étaient en tribune au-dessus du Rassemblement national. Oui. Et quand vous avez Nathalie Oziol qui pose une question, vous avez un député Rassemblement national qui dit « ce sont des terroristes ». Nathalie Oziol qui est députée LFI. Hein. Et donc, franchement, je vais être très très franc. Ça fait 1 an qu'on se fait traiter de terroristes, qu'on se fait traiter d'islamistes. Là, on a des Palestiniens qui ont vécu sous les bombes et qui nous écoutent. Et on a un député du Rassemblement national qui les insulte alors que c'est des gens qui vivent des massacres tous les jours, qui ont des membres de leur famille qui sont morts autour d'eux. Au bout d'un moment, on va pas se laisser insulter. Si jamais vous, Monsieur Bourdin, vous sortez d'ici avec une personne qui est victime d'une guerre et que vous avez une personne qui vient tenir les propos qui ont été tenus par le Rassemblement national, vous ne serez pas cordial non plus. Bien. Donc, il y a un moment, on va pas se laisser insulter. Bon, alors, je vais revenir sur, parce que ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes rapporteur de la branche famille du budget de la sécurité sociale. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Je tiens mes engagements, il n'y a aucun souci, mes engagements vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des auditeurs, pas vis-à-vis de vous, parce que je me suis engagé à rien. Que les choses soient claires. C'est la pratique ici. Bien, Louis Boyard, vous voulez boycotter le match de football de Ligue des Nations France-Israël qui aura lieu le 14 novembre. C'est bien ça. Ah non, bon je veux que ce match n'ait pas lieu. Vous voulez oui, boycotter, oui, enfin. Vous voulez que ce match n'ait pas lieu. La nuance est très forte. Oui, mais ce match aura lieu de toute façon. Et je veux poser une Alors question. adressez-vous à la FIFA. Hein, et c'est par ailleurs, il y a une pétition qui a été lancée à ce sujet. Je veux dire plusieurs choses. Premièrement, il y a l'article 4 des statuts de la FIFA qui explique qu'il faut respecter les droits humains universels et qui parfois l'a appliqué à d'autres pays pour condamner leur politique. Vous avez la Russie, vous avez la Biélorussie, vous avez l'Afrique du Sud de 1962 à 1992. Et nous, ce qu'on dit, c'est l'Iran aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas si jamais l'Iran est à l'intérieur. Mais non, l'Iran, non. L'Iran, il y a le droit. Un match France-Iran pourrait être organisé de la même manière qu'un match France-Israël. Et alors, je vous le dis très franchement, si jamais vous avez un match France-Iran, je serai le premier à gueuler. Il y a aucun souci avec ça. Mais je demande à ce qu'on en termine avec le 2 poids 2 mesures. Alors, je ne vois pas pourquoi. Avec Israël. Je vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des sanctions contre la Russie et la Biélorussie à juste titre. C'est des gens qui violent tout le droit international, qui violent le droit de la guerre. Mais par contre, quand il s'agit de la politique du gouvernement israélien, on n'en fait absolument rien. Donc moi, je demande à ce qu'on en termine avec le 2 poids 2 mesures. Et puis je prends acte aussi d'une chose, c'est que la diplomatie française aujourd'hui, le gouvernement français aujourd'hui n'est pas efficace pour lutter contre l'horreur, contre le massacre que tout le peuple voit à longueur de journée. C'est votre jugement. Mais là, il s'agit d'un match de football, c'est ce que disent les joueurs. D'accord. Et pourquoi est-ce que... Non mais donc, pour la Russie et la Biélorussie, pas de souci, on peut dire la FIFA prend des sanctions, mais pour le gouvernement israélien qui tue 42 000 personnes, qui empêche l'accès aux soins, à l'eau et à la nourriture, ce sera le 2 poids 2 mesures. C'est ça ? Dites-moi, est-ce que vous soutenez, est-ce que vous votez la proposition de loi de Caroline, vous voterez la proposition de loi de Caroline Yadan pour lutter contre les formes renouvelées d'antisémitisme ? Je connais bien Madame Yadan, dans la mesure où c'est une dame... Vous voterez ou pas ? Non mais alors, premièrement, j'ai 2 choses à vous dire. J'ai pas encore lu cette proposition de loi, mais je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Apologie, c'est une proposition de loi pour lutter... Pour condamner l'apologie du terrorisme, la négation de l'État d'Israël et la comparaison avec la Shoah. Voilà. Sauf que Madame Yadan est une dame où à chaque fois que vous critiquez le gouvernement israélien, vous dites que vous êtes antisémite. Et c'est pas possible pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il faut avoir un peu d'honnêteté intellectuelle dans le débat politique. Et deuxièmement, parce que les personnes juives n'ont absolument rien à voir avec ce que fait le gouvernement israélien. Ça n'a rien à voir. Et à constamment instrumentaliser la question de l'antisémitisme pour parler de la guerre entre Israël et Palestine, vous en arrivez à avoir des idiots, des débiles et des racistes et des antisémites qui derrière viennent dire que c'est les personnes juives qui sont responsables. Donc je demande à Madame Yadan de faire preuve d'un peu de responsabilité, d'un peu d'honnêteté intellectuelle, et de cesser d'instrumentaliser. Négation de l'État d'Israël, comparaison avec la Shoah. Vous ne pouvez pas voter cela. Mais attendez, non mais je vais regarder ce qu'il y a dans la loi, mais je vous le dis franchement, écoutez Madame Yadan, c'est une députée qui passe son temps, à chaque fois que vous avez une voix pour la paix, une voix qui demande le cessez-le-feu, qui vient de dire que c'est de l'antisémitisme. Et il y a un moment, je pense que tout le monde en a ras-le-bol d'avoir des députés macronistes et Rassemblement National qui instrumentalisent la question de l'antisémitisme pour attaquer les voies de la paix.
C'est ça le sujet et le combat politique de Madame Yadan. Voix de la paix, les Américains sont en train de travailler un cessez-le-feu avec libération immédiatement des otages. Vous soutenez cette initiative américaine, j'imagine. Je soutiens toutes les initiatives pour la paix. Vous la soutenez, là, non mais attendez, parce que... je dis seulement que les États-Unis qui disent travailler pour la paix, mais qui vendent des milliards d'euros d'armes, qui servent derrière à tuer, c'est une certaine forme d'hypocrisie. Moi, je soutiens toutes les initiatives pour la paix, j'ai pas de souci. Mais si jamais ils veulent véritablement la paix, qu'ils arrêtent d'envoyer des armes qui servent derrière à tuer des Palestiniens. Oh, écoutez-moi, franchement. Non, mais un collaborateur du député LFI qui appelle. Voilà, on en revient. Écoutez, franchement. J'en reviens pas, je vous dis la vérité. Écoutez, franchement, c'est insupportable. C'est pas possible. Parce que c'est aujourd'hui impossible d'avoir un débat ou une interpellation politique correcte sur la question du conflit israélo-palestinien. Il y a 42 000 personnes qui sont mortes. Ça fait 1 an qu'on nous colle, qu'on nous trouve la petite polémique, le petit truc, sans rire, quoi. Quand est-ce qu'à un moment, on aura le droit de parler honnêtement de ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza? Et maintenant, vous voulez que Monsieur Bourdin, je vais vous répondre sur la question de ce collaborateur. Écoutez-moi. Est-ce que vous trouvez normal que la présidente de l'Assemblée nationale, toute seule, puisse décider qu'un collaborateur n'a plus le droit de rentrer à l'Assemblée nationale? Si Madame Yael Braun-Pivet décide que mes 4 collaborateurs n'ont plus le droit de rentrer, je ne peux plus faire mon mandat de député. Il y a quand même une question de séparation des pouvoirs. Mais qu'une présidente de l'Assemblée nationale, qui a été élue par 17 ministres, décide encore une fois de violer la séparation des pouvoirs, ça ne m'étonne pas. Revenons aux faits. C'est ce qui compte, Louis Boyard. Est-ce qu'il a eu tort de dire cela? D'appeler à l'intifada dans Paris. Il a eu tort ou pas? Alors, attendez, je vais revenir. Déjà, par contre, ça fait 15 minutes qu'on est censé parler de la branche famille et des jeunes. J'en reviens que vous êtes toujours sur les petites polémiques. Ensuite, sur cette question-là, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la question de la séparation des pouvoirs. Je ne crois pas qu'un collaborateur parlementaire puisse être interdit de rentrer dans une Assemblée nationale parce qu'une présidente de l'Assemblée élue par 17 ministres l'a décidé toute seule. Ensuite, sur la question du fond, intifada, c'est soulèvement. Soulèvement, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Par exemple, les gilets jaunes. Voilà, les gilets jaunes, c'était un soulèvement. Non, mais je vous pose la question, gilets jaunes, c'était un soulèvement. Moi, je vous demande une réponse. Moi, je n'ai pas à répondre à des questions. C'est moi qui pose des questions, vous les réponses, je le répète sans cesse. Voilà, je vous pose... je trouve ça assez facile comme posture. Non, je trouve ça assez facile comme posture. C'est pas facile. Moi, j'étais venu pour parler des jeunes, j'étais venu pour parler de la branche famille, j'étais venu pour parler des jeunes et de la branche famille. Ne vous inquiétez pas, il reste 12 minutes. Mais on est bloqué sur les petites questions et les choix des polémiques choisis par Madame Braun-Pivet. Mais il n'y a pas de souci, j'ai tout mon temps. Bon, il a eu tort ou pas? Est-ce qu'il a eu tort ou pas? Non. Il n'a pas eu tort. Non, bon, voilà. Au moins, vous m'avez répondu. Dites-moi, est-ce que vous allez manifester pour soutenir une femme qui est en train de mourir, qui s'appelle Narges Mohammadi? Vous allez manifester pour elle? Je vais être très franc, je ne connais pas cette histoire. Vous ne savez pas qui est Narges Mohammadi? Expliquez-moi. Non, mais attendez, vous êtes député de la République et vous ne savez pas qui est Narges Mohammadi. Expliquez-moi, monsieur Bourdin. Prix Nobel de la paix. Non, mais expliquez-moi. Prix Nobel de la paix. Vous savez où elle croupit en prison aujourd'hui? Expliquez-moi, monsieur Bourdin. Moi, je vous explique. Elle est en prison en Iran. Elle est sur le point de mourir. Eh bien, écoutez, monsieur Bourdin, je vais vous répondre ce que j'ai toujours répondu au sujet de ce qui se fait en Iran. Ces gens passent leur... mais vous ne savez pas qui elle est, vous vous rendez compte? Écoutez, franchement, monsieur Bourdin, moi j'en ai ras-le-bol. Vous êtes quelqu'un qui passait votre temps à trouver la petite bête, et tous les gens honnêtes qui cherchent à faire... Parce que c'est une petite bête, un prix Nobel de la paix, une femme qui est en train de mourir dans une prison, c'est une petite bête? Non mais vous êtes d'une mauvaise foi absolument incroyable. Maintenant je vais vous répondre. Le gouvernement iranien, d'accord, est un gouvernement qui passe son temps à violer tous les droits humains, et je ne suis pas d'accord avec la politique qui a été menée par le gouvernement iranien. Maintenant vous êtes une personne qui passe son temps à chercher à longueur de journée la petite bête pour discréditer des gens qui cherchent à rendre le monde un petit peu meilleur. Je ne sais pas ce que vous faites pour essayer d'améliorer la vie des gens. Je ne sais pas ce que vous faites pour essayer de changer le cours des choses. Je crois que vous ne faites absolument rien, que vous êtes assis confortablement sur votre fauteuil. Et vous, moi, je trouve ça assis à l'Assemblée nationale. Non, pas du tout. Vous savez pourquoi, Louis Boyard. Voilà, c'est facile comme posture. C'est facile comme posture. Puisque vous vouliez qu'on parle de l'Assemblée nationale et de vos travaux. On va en parler. Mais j'ai un mot encore sur la drogue à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça circule? Là, je parle de vous particulièrement. Je parle de ce qui se passe à l'Assemblée. Vous savez, en réalité, sur les questions de la drogue, c'est une question qui se pose à l'échelle de toute la société. Et l'Assemblée nationale est, comme toute la société, absolument pas hermétique à tout ce qui relève des questions des addictions, à tout ce qui relève des questions de la drogue, à tout ce qui relève... même des questions de violence sexiste et sexuelle. Donc aujourd'hui, la question, en tout cas sur la question de la drogue, c'est une question qui se pose du point de vue de l'addiction.
Est-ce qu'Andy Kerbrad, ce député LFI, puis nous passerons à autre chose, est complice des dealers et des trafiquants de stupéfiants? Si vous prenez la question par le mauvais bout. Parce que aujourd'hui, le consommateur est complice du dealer et du trafiquant. Mais aujourd'hui, vous avez, si jamais on peut parler très franchement de cette question-là, aujourd'hui, vous avez depuis des décennies des ministres de l'Intérieur qui arrivent et qui disent on va mettre les gros bras sur la politique, sur la drogue. Or, on voit que ça change absolument rien. Parce que vous avez aujourd'hui une politique qui passe davantage du temps à faire du chiffre sur cette question-là qu'à véritablement essayer de prendre le problème à la source, c'est-à-dire que de lutter contre les têtes des réseaux et deuxièmement à essayer de soigner les addictions. Donc, si jamais vous prenez cette chose par le bout là, vous êtes en capacité d'avoir un changement sur cette question-là. Alors, un mot, Bruno Retailleau était sur BFM pendant que nous parlions, et il a précisé à propos du match France-Israël, le match aura lieu. Mais voilà. Écoutez, mais ça ne m'étonne pas, parce que M. Retailleau fait partie de tous ces gens qui ont un soutien total et inconditionnel à ce qui est mené par le gouvernement israélien, et d'une certaine manière fait partie des complices du génocide. Bien, vous êtes rapporteur de la branche famille du budget de la sécurité sociale, vous voyez que je tiens mes promesses et que je sers à quelque chose. Les crèches, le contrôle des établissements a été renforcé par la loi. C'est un amendement qui a été voté. Mais vous dites, nos enfants sont en danger dans les crèches privées. Je dis bien les crèches privées. Est-ce qu'il faut interdire les crèches privées? Moi, faut poser la question sur un autre bout. De 0 à 3 ans, il y a un total désengagement de l'État sur la question de la petite enfance. Il faut mesurer qu'il y a 160 000 parents qui, chaque année, s'arrêtent de travailler parce qu'il n'y a personne pour pouvoir s'occuper de leur môme. Et en vrai, 90% du temps, c'est des femmes, en fait, qui s'arrêtent de travailler. On a sous-investi dans la politique de la petite enfance et aujourd'hui, on est en train de vendre les crèches à des fonds de pension britanniques ou américains qui font des économies à tous les niveaux, sur les couches, sur la nourriture, sur la masse salariale. Nous, on appelle à un véritable service public de la petite enfance. Moi, au cours de mon travail sur la branche famille, les crèches privées. On les ferme. Non, plutôt. En fait, je vais plutôt formuler les choses autrement. Il nous faut un véritable service public de la petite enfance. Et mais oui, je crois. Des crèches privées à côté. Non, parce que moi, je crois que de 0 à 3 ans, on ne doit pas faire de rentabilité sur le sujet. En fait, faut les interdire. Non, je vais vous dire plutôt autrement parce que les femmes qui aujourd'hui. Pourquoi vous dites toujours, je vais vous dire autrement. Mais parce au lieu de répondre directement parce que je vais dans le fond des choses, Monsieur Bourdin. Oui. Les femmes aujourd'hui qui travaillent dans les crèches privées, ce sont des femmes qui ont une expérience professionnelle, qui ont fait des études. Je vais pas dire à ces femmes et qui ont énormément de mérite. Je vais pas dire à ces femmes, on va interdire votre crèche. Je vais leur dire, vous allez travailler dans le public. Voilà pourquoi est-ce que je vous réponds en passant par un autre bout. Voilà. Et à titre personnel, en tant que rapporteur de la branche famille, il y a plusieurs défaillances qui sont arrivées à mes oreilles et j'ai fait plusieurs demandes. J'ai fait une première... Vous pourriez déposer une proposition de loi interdisant les crèches privées? Plutôt, du coup, une proposition de loi sur un service public de la petite enfance. Mais si je peux terminer ce que je vous disais, parce qu'en tant que rapporteur de la branche famille, j'ai dois d'aller demander la saisie de plusieurs documents. Et j'ai demandé notamment la saisie de documents au sujet de préfectures qui n'ont pas fermé des crèches, qui auraient dû être fermées parce qu'il y a eu des signalements des services de la protection de l'enfance. J'ai demandé ensuite d'autres documents à différentes caisses des allocations familiales au sujet de détournement de fonds publics qui auraient été réalisés à travers les crèches privées. Je n'ai toujours au moment pas de réponse et si jamais d'ici une semaine je n'ai pas de réponse, j'irai chercher moi-même les documents sur place. Bien, Louis Boyard, le repas à 1 euro pour tous les étudiants, c'est aussi un de vos combats. Clairement. Je dis bien pour tous les étudiants. Oui. Quels que soient les revenus des parents. Oui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le repas à 1 euro? Parce que vous avez les opposants. Il y a un repas à 1 euro aujourd'hui. Oui, non, mais le repas à 1 euro, pas pour tous les étudiants. Non, pour les boursiers. Oui, mais du coup, pas pour tous les étudiants. Et c'est pas parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas boursier que vous êtes riche. On voit d'ailleurs beaucoup d'étudiants à la distribution alimentaire qui sont des étudiants qui sont pas boursiers mais qui sont pauvres. 3,30 € le prix du repas. Aujourd'hui, quand on dit il faut le repas à 1 euro pour tous les étudiants, vous avez les macronistes qui nous répondent ah oui, mais ça veut dire que l'enfant de Bernard Arnault, il aura accès au repas à 1 euro. Sauf que, soyons un petit peu honnêtes, les enfants de Bernard Arnault, ils vont pas au Crous. Ils vont pas au Crous. Et à dire, ok, on va le limiter seulement aux boursiers ou aux étudiants précaires, et en réalité, on le donne pas à beaucoup d'étudiants précaires, on prive les étudiants d'accès au droit au repas à 1 euro, mais je vais le dire clairement, le repas à 1 euro, c'est pas ça qui va éradiquer la précarité étudiante. Parce qu'après, vous avez la question du prix de l'énergie, la question du prix du logement, de tous les autres produits alimentaires, des produits de soins, de ménage. La seule chose qui sortira les étudiants de la précarité, c'est le revenu étudiant. SNU, il faut le supprimer ou pas? Je crois que l'Assemblée nationale et le Sénat sont plus ou moins d'accord pour dire qu'il faut le supprimer. Ils voulaient investir 10 milliards d'euros dans ce service national universel. Je propose qu'on prenne ces 10 milliards d'euros. Qui est pour tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui l'ont fait le plébiscite.
Louis Boyard. Mais j'ajoute Tous ceux qui l'ont suivi ont adoré cette période. J'ajoute une petite nuance, c'était des volontaires. Donc en général, quand on est volontaire pour aller dans quelque chose, on est plutôt d'accord. Ils auraient pu être déçus. Et je vais... Enfin, la politique, c'est une question de savoir où est-ce qu'on va mettre le fric. Aussi celles et ceux qui ont l'expérience. Voilà. Et la politique, c'est de savoir où est-ce qu'on va prendre du fric et où est-ce qu'on va le mettre ensuite. Et moi, je préfère mettre 10 milliards d'euros pour lutter contre la précarité et la détresse mentale de notre jeunesse que de le mettre dans un service national universel qui, aujourd'hui, certes, a fait ses preuves sur les volontaires, mais je ne crois pas que ce soit la priorité réclamée par les jeunes. Bien, les jeunes, Sciences Po Strasbourg qui suspend son partenariat avec une université israélienne, décision affligeante, dit le ministre des Affaires étrangères. Bien sûr, parce que, encore une fois... C'est affligeant ou pas ? C'est affligeant que le ministre des Affaires étrangères trouve cela affligeant. Écoutez, franchement, ça fait 1 an qu'on voit les massacres, les privatisations, les privations d'eau, les privations de nourriture. Vous n'avez qu'un seul combat, si je comprends bien, c'est le combat anti-israélien. Voilà. Et puis à côté, vous rajoutez la question de la précarité des étudiants, la question de la détresse mentale des lycéens. Je parle pas au niveau national, je parle au niveau international. C'est votre combat majeur. Mais attendez, est-ce que, Monsieur Bourdin, je me rappelle... En cours d'histoire, on nous expliquait qu'on avait construit l'Union européenne, l'ONU, le droit international, pour éviter que les guerres et les génocides se reproduisent. On a sous nos yeux le gouvernement israélien qui commet des massacres, des privations d'eau, de nourriture, d'accès aux médicaments, et on vient ensuite dire que la France n'appelle pas à respecter le droit international, ne fait pas respecter le droit international. C'est pour ça que la jeunesse, c'est pour ça que la jeunesse elle se mobilise à ce point. C'est parce que elle est en accord avec ce qu'on a appris. Est-ce que punir des étudiants, c'est punir l'État israélien? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que vous proposez d'autre? Non, mais il y a un moment, on nous dit pas sur le football, pas sur les universités. Oh, les manifestations, non, il faudrait pas faire des manifestations, c'est pas le moment. Mais tous ces gens qui passent leur temps à faire des critiques, qu'est-ce que vous proposez d'autre pour essayer de nous sortir de cette situation? Enfin, tout le monde devrait se sentir concerné par cette situation. Bien, les sportifs, les journalistes, les politiques. Louis Boyard, dernière question, parce que j'avais envie de vous la poser. Faut-il, comme en Allemagne, voter une loi facilitant le changement de genre? Vous avez vu ça? Moi, je crois, ouais. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la question du changement de genre. C'est impossible pour ces personnes-là de le comprendre. Je leur demande juste de poser une question à une personne qui transgenre. Est-ce que tu es plus heureux? Et ce qu'on observe, c'est que les gens qui ont changé de genre, ils sont plus heureux. Et je pense que c'est la seule chose qui va nous intéresser. Que faudrait-il faire pour faciliter justement ce changement de genre? Je pense qu'il faut le faciliter par exemple à l'état civil. Je pense qu'il faut permettre de faciliter le changement de genre à l'état civil. Comment? Écoutez, tout simplement vous allez à l'état civil et vous dites écoutez, moi à titre personnel je ne me sens pas par exemple homme ou je ne me sens pas femme et je demande à changer de genre et je crois qu'il faut le respecter. Merci Louis Boyard d'être venu nous voir ce matin, il est 8h50. Je peux juste ajouter quelque chose. On devait parler des lycéens, de la santé mentale, de la détresse des lycéens. C'est qui? Écoutez, je pense nous. Oui, je pense nous. Ça aurait pu être une bonne chose. Parce que vous savez, c'est moi qui choisis les questions. Oui, ça se voit. Et c'est pour ça que la question des jeunes... c'est une habitude à prendre quand on vient ici. Merci, il est 8h50. Du coup, on parlera jamais des jeunes. Merci.